Bonjour, alors on va revenir sur le premier chapitre d'histoire de l'année qui s'intitule Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Alors c'est un chapitre qui est long, donc évidemment je ne vais pas le refaire dans son intégralité. Je choisis simplement d'utiliser une thématique du cours que vous pouvez retrouver dans un sujet de développement construit. Ce sujet, c'est la Première Guerre mondiale, une guerre totale. Donc, quand vous avez un développement construit, je vous rappelle un petit peu la méthode, vous êtes censé faire une vingtaine de lignes au minimum, et votre développement construit est composé de trois grands éléments, une introduction, un développement et la conclusion. Donc une introduction, c'est simple, c'est le moment où vous allez définir les différents termes du sujet. Donc ici, ça va être Première Guerre mondiale, et ensuite, la deuxième notion, guerre totale. Et pour terminer une introduction, on ouvre toujours avec une problématique, une question. Donc en troisième et au collège, on ne vous demande rien d'autre que de reformuler sous forme de question le sujet du développement construit. On vous apprendra au lycée comment faire une vraie problématique. Pour le moment, contentez-vous simplement de mettre le sujet sous forme interrogative. Ensuite, vous allez faire le développement. C'est là où vous allez répondre réellement à votre sujet. Hein, ça fait une quinzaine, vingtaine de lignes. Ce développement est composé de deux ou trois parties. Autrement dit, toutes les idées que vous allez avoir pour répondre au sujet, vous allez devoir les hiérarchiser, les organiser, les ranger dans ce qu'on appelle des parties, donc des paragraphes. Et enfin, vous allez, en deux, trois lignes, répondre à la problématique. C'est ce qu'on appelle une conclusion. Donc, pour ce sujet, voici le développement construit que l'on pourrait proposer. Alors, ça a l'air un peu intimidant comme ça. En réalité, ça ne l'est pas trop. Vous allez voir. Vous avez en encadré en haut de mon écran l'introduction. Donc, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, on définit les termes du sujet. Ici, Première Guerre mondiale. Donc, on rappelle évidemment les dates du conflit. On est en histoire, donc 1914-1918. Et ensuite, vu que c'est une guerre, on va présenter les différents plans. Donc, première alliance, c'est celle qu'on appelle la Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire russe. Et en face, la Triple Alliance, qui elle est composée de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie. Alors l'Italie étant un petit peu particulière, mais on peut la laisser, vous pouvez ajouter l'Empire ottoman si vous le souhaitez. Deuxième notion, c'est celle de guerre totale. Donc là, la définition, vous devez la connaître par cœur, c'est une guerre qui mobilise l'ensemble des ressources des États. Et enfin, la problématique. Donc la question que l'on se pose durant ce développement construit, la Première Guerre mondiale est-elle une guerre totale? Vous voyez, j'ai pris le sujet, je l'ai tout simplement passé sous forme interrogative. Quand on a fait une introduction, ensuite, on décide de faire un plan. Donc le plan, il peut être en deux ou trois parties. Là, je propose un plan en deux parties. Un grand 1 dans lequel on s'intéresserait à la mobilisation des ressources au front, et en grand 2, une mobilisation des ressources à l'arrière. Alors c'est qu'une proposition, si vous avez d'autres idées, vous pouvez les faire, il n'y a aucun problème. Ensuite, quand vous avez votre plan, il va falloir trouver des arguments, des affirmations qui vont vous permettre de répondre à votre plan, et chaque affirmation, chaque argument que vous allez employer doit forcément être accompagné d'un exemple qui apparaît à l'écran. Les exemples, c'est le plus compliqué, parce que ça nécessite d'être relativement rigoureux dans l'apprentissage des leçons. On attend des chiffres, on attend des dates, on attend des dynamiques, enfin, c'est des exemples précis qu'il faut absolument apprendre. Donc, je rappelle, problématique, la Première Guerre mondiale était une guerre totale, grand 1, une mobilisation des ressources au front, première affirmation, c'est une guerre, donc, comme dans toutes les guerres, même si aujourd'hui, dans les guerres modernes, évidemment, vous retrouvez des femmes, mais en 1914, et ce sera pareil lors de la Seconde Guerre mondiale, ce sont encore simplement des hommes qui sont appelés, qui sont mobilisés pour aller combattre au front. Donc ça, c'est mon affirmation, c'est mon argument que j'accompagne d'un exemple. C'est tout simplement parler des soldats qu'on appelle les poilus, vous les voyez ici. Ces soldats sont mobilisés, ce sont des hommes qui sont âgés principalement en France de 21 à 51 ans. Sur l'ensemble du conflit, ça représente 8,1 millions de Français environ, soit environ 80% de la tranche d'âge 21-51 ans. Vous voyez, énormément d'hommes ont été mobilisés pour la Première Guerre mondiale. Deuxième argument, celui des soldats coloniaux. Alors rappelez-vous,
La France, comme d'autres pays, comme le Royaume-Uni, sont des empires coloniaux, c'est-à-dire qu'ils possèdent dans le monde de très nombreuses colonies. La France en possède énormément, notamment en Afrique, avec ce que vous voyez ici, l'AOF étant l'Afrique occidentale française. Le Royaume-Uni a aussi des colonies qu'on retrouve aussi en Afrique, mais aussi en Amérique, en Océanie et en Asie du Sud, avec ce qu'on appelle l'Empire des Indes. Donc, dans le cadre de ce conflit, la France, le Royaume-Uni, a mobilisé aussi des soldats coloniaux. Donc, l'exemple, ce sont les tirailleurs sénégalais. Donc, les tirailleurs sénégalais, ce sont des Africains qui ont été colonisés par la France et qui vivaient dans l'Afrique occidentale française. Ce ne sont pas forcément des Sénégalais, ça peut être aussi des Ivoiriens ou des Maliens, qui ont été mobilisés, donc c'est environ 200 000 à s'être rendus sur le sol européen pour combattre. Autre exemple avec le Royaume-Uni, si vous étiez en France en 1914, de 1914 à 1918, il n'était pas rare de croiser des Pakistanais, des Indiens sur le front français, tout simplement parce que c'était des soldats de l'Empire des Indes qui avaient été mobilisés par le Royaume-Uni. Donc la photographie que vous avez sous les yeux, ce sont des tirailleurs sénégalais. Troisième argument, c'est la mobilisation des animaux. Donc là, des exemples, vous en avez un paquet. Vous pouvez utiliser les pigeons, les chiens, les chevaux, celui ou ceux que vous préférez, et puis vous expliquer à quoi servaient ces animaux. Par exemple, les pigeons servaient notamment à la communication. Ils servent à envoyer des messages entre les différentes lignes du front. Vous avez des chiens qui permettent notamment le portage d'équipements médicaux, etc., etc. Donc il faut simplement donner un exemple d'animal et expliquer à quoi il sert. Ça, c'est votre grand 1. Grand 2, c'est la mobilisation des ressources salarières. Et oui, puisque les hommes sont au front pour combattre, les hommes qui étaient jusqu'à présent des ouvriers, des agriculteurs, désertent les entreprises et les champs. Et donc, pour les remplacer, l'État va mobiliser aussi des femmes et des enfants, tels que les munitionnettes que vous voyez à l'écran, qui sont des femmes qui sont amenées à travailler dans des usines pour produire des munitions, et en l'occurrence ici, des obus. Vous avez aussi toujours des femmes, mais aussi des enfants qui sont appelés à travailler dans les champs, pour se nourrir évidemment eux-mêmes, mais aussi pour nourrir les soldats qui se trouvent au front. Enfin, si vous prenez l'exemple de Renault durant la Première Guerre mondiale, donc l'entreprise de voitures, on se rend compte sur la dernière ligne de mon tableau que 4%, pour arrondir, 4% des ouvriers et ouvrières de Renault en 1914 étaient des femmes, alors qu'en 32% étaient des femmes en 1918, ce qui montre qu'il y a eu de plus en plus de femmes qui sont allées travailler durant la Première Guerre mondiale pour remplacer les hommes. Deuxième argument, c'est la mobilisation des entreprises. Donc l'exemple sur lequel on avait travaillé en classe, c'est celui de Renault. Donc, toujours avec ce tableau, on peut voir que Renault, qui fabriquait des voitures, principalement, mais aussi des camions, la production de voitures entre 1914 et 1918 a très fortement diminué, puisqu'elle a été divisée par 3, passant de 1500 voitures en 1914 à 550 en 1918. Au contraire, Renault donc, a reconverti d'une certaine manière sa production pour produire des camions en plus grand nombre, des chars, des moteurs d'avion et des obus. L'exemple que vous pouvez apprendre, c'est celui que je trouve moins facile, celui des obus. Donc 0 obus en 1914, 2 millions en 1918. Ce qui montre que Renault a été mobilisé durant le conflit. Voici un char de Renault de la Première Guerre mondiale. Enfin, dernier argument, toujours dans le grand 2, l'État mobilise aussi de nombreuses ressources financières, via notamment de la propagande, c'est-à-dire des affiches, ça passe principalement par ça, des affiches qui sont placardées dans les villages et dans lesquelles on incite les Français à verser de l'argent à l'État, tout simplement pour pouvoir acheter des armes, des munitions, des différents véhicules, de la nourriture, bref, l'argent ça sert aussi à faire la guerre, et donc on mobilise aussi les ressources financières des Français. Bref, en conclusion, on peut voir que la Première Guerre mondiale est une guerre totale, car l'ensemble des ressources des États est mobilisé. Vous pouvez rajouter entre parenthèses les hommes, les soldats coloniaux, les animaux, les femmes et les enfants, les entreprises, les ressources financières. 3 petits points, évidemment, parce qu'il y a énormément d'autres ressources qu'on ne peut pas évoquer ici,
sinon ce serait trop long, mais on peut conclure comme ça.